Bonjour à tous, moi c'est Stéphane, du coup je suis coach au School Lab. Ça fait maintenant 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté pas mal de boîtes. J'ai démarré dans l'entrepreneuriat en 2013 pendant mes études. Moi j'ai un double cursus que j'ai fait à la fois Epitech en développement logiciel et à la fois l'ISEG en école de commerce. Donc du coup voilà, j'ai toujours aimé quand même vachement la partie tech et product. Donc c'est un peu ça qui a drivé toute ma vocation à être entrepreneur. La première boîte que j'ai montée, c'est une boîte qui s'appelle Edencia, qui est un venture studio où en gros on accompagne des entrepreneurs sur la partie tech en échange de parts dans les boîtes. En gros, on fait de la tech for equity, product for equity. C'est un peu en gros, c'est un startup studio, quoi, un peu comme eFounders. À la différence que nous, on accompagne des founders qui ont déjà des idées. C'est pas nous qui faisons l'idéation. Donc, en tout cas, à l'origine, c'était ça. Maintenant, on cherche aussi à faire un peu d'idéation sur des produits. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte qu'il manquait pas mal de profils tech. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ce workshop. Je pense que j'ai pas mal à vous partager aussi sur comment j'ai monté un startup studio. Je me paye en equity, mais il faut aussi que je laisse de la place à des futurs actionnaires dans les boîtes. Je vends de la prestation de service, j'achète de la prestation de service, mes boîtes achètent aussi de la prestation de service. On a dû recruter en interne pour certaines de nos boîtes des CTO. Donc j'ai quand même une vision assez panoramique, je pense, des sujets. Donc voilà, donc ça c'est la première boîte qu'on a lancée. On a notamment participé au lancement de Angel Square, qui est une plateforme de mise en relation entre startups et investisseurs qui aide à lever des fonds. C'est une boîte qui a 7 ans, ils sont une quinzaine d'employés aujourd'hui, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, un business model assez classique, on prend une commission sur les levées de fonds. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Après, j'ai lancé une boîte dans les crypto-monnaies qui s'appelle Bitit, qui est un exchange de crypto-monnaies. Donc voilà, et j'ai lancé pas mal de boîtes. J'ai lancé Talent Circle, un SaaS dans le recrutement. Ça, c'est un peu plus récent, c'était en 2020. J'ai lancé un SaaS dans l'événementiel en 2018. Et après, j'ai aussi investi dans pas mal de startups. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de boîtes en portefeuille que je suis assez régulièrement, dont des alumni de School Lab. Et donc voilà un petit peu pour mon parcours. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Pas de questions, ok. Du coup, le premier sujet, c'est quelles sont les étapes dans une collaboration avec un prestataire. Donc là, je vous ai fait un peu les deux côtés, comment ça va se passer du côté entrepreneur et du côté prestataire. La première phase, côté entrepreneur, va falloir que vous alliez chercher plusieurs prestataires, faire des comparatifs, checker aussi que le prestataire est sérieux, potentiellement en faisant des calls références clients. Ça, c'est assez important, vous, pour vous assurer que le prestataire est bon. Ensuite, ça va être la sélection du prestataire. Donc, la sélection, ça va être basé sur des critères, le portfolio client qu'il a, qu'est-ce qu'il vous a apporté, est-ce que vous avez aimé aussi les premiers rendez-vous avec lui, est-ce que le fit passe bien ou pas. Ensuite, ça va être rapidement aussi pour vous parler un peu de la méthode de pricing côté prestataire en général. Je sais qu'il y en a qui ont des questions sur est-ce que c'est plus intéressant le forfait ou le TJM. Donc le forfait jour, ça on y reviendra un peu plus loin, mais en fait globalement dans tous les cas, en fait que vous ayez un forfait ou un TJM, le pricing de l'agence ou du prestataire a été fait à partir d'un TJM. En fait, comme on fait un forfait, en fait on se dit ok, globalement sur ce cahier des charges là, il y a tant de jours de travail, donc forfaitairement je vais proposer X jours à tant d'euros. Ce qui donne un forfait. Le seul avantage du forfait, c'est que si la personne en fait est moins efficace, du coup, vous n'allez pas déborder votre budget. Ensuite, il va y avoir la négociation commerciale. Donc là, ça va être, OK, j'ai besoin de beaucoup. Est-ce que je peux rogner un petit peu les coûts, etc. Ça, on y reviendra aussi. Je vous expliquerai comment je négocie moi. De manière générale. Et ça, c'est toujours une partie un peu tricky parce que c'est forcément la partie où il faut que vous fassiez très attention parce que rogner les coûts d'une prestation, ça a des conséquences.
Ça peut vous générer de la dette technique. En gros, le prestataire en fait va juste faire en sorte de sortir plus vite votre app, mais potentiellement avec du code d'un peu moins bonne qualité, des choses comme ça. Potentiellement du code qui n'est pas commenté, qui va être compliqué à reprendre. Et donc, sur cette partie-là, il faut faire très attention parce que si vous décidez vraiment de rogner les coûts et que lui rogne la qualité et le delivery, en fait, le problème de la partie tech, c'est que tant que vous n'avez pas les compétences tech pour auditer, c'est compliqué de savoir si la prestation était de qualité ou pas. Et aussi, ça va être aussi le côté passation. C'est aujourd'hui, peut-être vous allez travailler avec un prestataire, avec un freelance, une agence, mais demain, vous allez avoir un CTO en interne. L'idée, c'est quand même que cette personne puisse reprendre le code. Et donc, en fait, s'il n'est pas commenté, par exemple, ça va être très compliqué. Il va falloir recontacter l'agence. Globalement, l'agence ne va pas y mettre trop du sien parce que, de toute façon, elle n'a pas d'intérêt à passer beaucoup de temps avec vous sur une reprise de projet interne. Donc, tout ça, c'est pas mal de sujets où il faut faire attention en fait, quand vous allez faire votre négociation commerciale. Je creuserai un peu plus certains sujets via vos questions que vous avez posées. Ensuite, ce qu'il va falloir challenger, ça va être la méthodologie de collaboration. En fait, il faut que vous vous sentiez à l'aise dans la façon dont vous communiquez avec la personne. Si vous préférez travailler plutôt sur Slack en mode communication rapide, etc., plutôt que par email, en fait, il faut trouver forcément en fait, une agence ou un freelance qui va collaborer avec vous aussi de façon fluide. L'idée, c'est pas que vous rentriez forcément à fond dans le process de la personne, mais que vous disiez, moi, c'est aussi comme ça que j'ai envie de travailler et trouver un partenaire aussi qui, du coup, en fait, culturellement, va peut-être aussi fitter un peu plus votre mindset à vous. Et ça, je pense que c'est ça aussi la clé de l'achat d'une bonne prestation, c'est d'acheter en fait à des personnes avec qui vous avez un vrai fit, où vous savez que vous pouvez faire confiance à la personne, qu'elle va vous délivrer. Aussi que vous savez que vous pouvez la trust. Si jamais c'est en retard, ok, vous voyez tout de suite que la personne communique à fond dessus. Je suis en retard pour telle et telle raison. Sachez que c'est une grosse question qui est revenue à la fin aussi. On abordera les retards. N'hésitez pas, la presse est assez orientée prestation tech, parce que globalement, les questions qui ont été remontées à midi étaient plutôt orientées sur la presta tech. Mais si vous voulez si vous avez des questions sur d'autres types de prestations, n'hésitez pas. Du coup, après, il va y avoir le cadrage et le suivi projet. Donc là, ça va être un peu les deux parties qui vont devoir faire le travail. Le cadrage, ça va être plutôt l'agence dans les faits parce qu'elle va avoir des contraintes techniques, des contraintes de planning, des contraintes technologiques. Donc ça, pareil, il y a une autre question qui était sur le choix des technologies. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise techno en vrai dans la vie. Par contre, il y a des bons ou des mauvais développeurs, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt ça qu'il faut faire attention. Il faut plutôt trouver quelqu'un qui est bon sur sa techno et qui va l'utiliser intelligemment plutôt que choisir à tout prix une techno que vous avez envie, que vous n'y connaissez rien et ce qui peut vous porter préjudice. Et je détaillerai aussi ça dans une dernière slide quand même pour vous donner quelques pistes de réflexion sur les technologies et plutôt leur côté applicatif, à quel moment on utilise plutôt quelle techno. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas d'expérience, que vous ne savez pas trop juger si un prestataire va être bon, c'est de travailler à fond en sprint. Permet de très vite savoir si la personne délivre ou pas. Et en fait, globalement, moi, sur l'agence, donc on est 12 personnes en interne. Et globalement, les projets sont exécutés par des freelances. Et en fait, on travaille exactement de cette façon-là, en fait, avec les freelances. C'est-à-dire que quand on a un nouveau freelance qu'on a envie de tester, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, tiens, il y a un projet client, tu as une semaine pour nous livrer ça, ça, ça. Et en fait, on le laisse exec. Donc forcément, on lui paye une semaine. Mais en fait, ça nous permet de très rapidement tester une personne sur un projet en conditions réelles. Et en fait, c'est comme ça qu'après, nous, on s'est constitué un pool de gens qu'on trouve quali, quoi. Mais en tout cas, c'est très, très dur de travailler avec des gens sans les tester en fait, dans la tech. En fait, même quelqu'un qui vient en stage chez vous, en fait, tant qu'il n'a pas exec, vous ne savez pas si c'est codé. En fait, c'est facile de faire plein d'erreurs qui vont être cachées au client. Par contre, le code, de façon visuelle, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de 36 000 choix là-dessus.
Et ensuite, ça va être ce qu'on appelle le recettage. Donc là, ça va être à vous plutôt de checker et valider que ce que vous aviez demandé est conforme à ce qui est livré. Donc voilà. Vous avez déjà des questions ou pas du tout? Je vous rappelle que c'est un workshop interactif, donc n'hésitez pas. Et Stéphane est calé sur le sujet, donc profitez de ce moment pour poser vos questions. Et après, bien sûr, vous pouvez garder vos questions pour la fin de la présentation, sans souci. Hop. Alors, attends. Ouais, hop, hop. Alors, du coup, il y avait une question, c'est qu'est-ce qu'un bon cahier des charges et des erreurs à éviter dans un cahier des charges? Alors, le problème, c'est que l'erreur, c'est de faire un cahier des charges. Alors, ça paraît un peu contre-intuitif de se dire que vous allez acheter une presta sans cahier des charges. Mais la réalité fait que, en fait, vous êtes des jeunes entrepreneurs. Et en fait, le cahier des charges, ça marche quand on sait déjà où on va. Et quand on est sûr qu'on ne va pas changer d'avis en cours de route. Alors, c'est là-dessus aussi où le côté forfait TJM est un peu tricky. C'est que si vous partez sur un forfait, l'agence en fait, va être assez figée dans ce qu'elle a à délivrer parce qu'elle vous l'a fait forfaitairement. Donc, en fait, si vous avez besoin d'un jour de plus, en fait, ça va être problématique. L'agence ne voudra pas. Donc, elle acceptera très difficilement le changement. C'est pour ça aussi que je vous conseille de travailler avec des agences qui travaillent vraiment en mode à la semaine, parce qu'en gros, ça va vous permettre de potentiellement pouvoir itérer rapidement d'une semaine à l'autre et pouvoir en fait modifier votre cahier des charges de départ. Et donc là, c'est plutôt à vous d'acheter des sprints en fait de design, des sprints de dev qui vont vous permettre de rapidement rectifier ce que vous estimez qui ne va pas dans votre projet. Mais de faire un cahier des charges de 30 pages hyper figé, globalement, ça va juste vous bloquer, vous, dans votre avancement et dans vos réflexions, et ça ne va pas vous donner de flexibilité. Donc, c'est en soi que c'est compliqué d'acheter en fait un forfait quand on est un entrepreneur, dans le sens où le cahier des charges en fait, va bouger d'une semaine à l'autre avec les retours clients, avec les retours utilisateurs, ou même votre réflexion à vous va faire évoluer en fait votre cahier des charges. Sauf que l'agence ne pourra pas. En fait, si elle a dit je te livre ça à 30 000, en fait, elle ne pourra pas vous dire ah bah attends, vas-y, on rechange des trucs, parce qu'en fait, elle, ça va induire que potentiellement elle est en train de prendre un risque sur le delivery qu'elle n'a pas anticipé. Et donc, elle aura un problème de marge et elle va effriter ses marges sur le projet. Alors du coup, comment bien encadrer et exprimer ses besoins pour que la prestation se passe bien? Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de partir en fait d'un schéma de fonctionnement, un workflow, qui dit, OK, moi, ce que je veux, c'est que mes utilisateurs s'inscrivent, mes utilisateurs, ils doivent faire A, B, C, et en fait, plutôt lister les fonctionnalités, enfin, les actions que les personnes utilisateurs vont faire sur votre plateforme, ce qui, en fait, implicitement, va vous définir un cahier des charges, mais qui va être plutôt grosse maille. Ça va être, OK, mon utilisateur peut se loguer. Après, est-ce qu'il peut se loguer avec Facebook ou LinkedIn? Bon, bah, ça, c'est un autre débat que vous pourrez avoir à chaque fois avec l'agence, mais vous pourrez toujours, en fait, itérer d'une semaine à l'autre sur la façon dont on se logue, et ça ne vous figera pas en fait sur la façon de délivrer votre projet. Mais en même temps, ça donne aussi à l'agence qui va travailler avec vous un aperçu du chantier global qui est, OK, le workflow de A à Z, c'est ça. Les étapes pour un utilisateur, c'est ça. Et donc, il va falloir que je fasse telle et telle feature sans face. Souvent aussi, j'ai des questions de no-code vs code. C'est toujours un sujet. Le no-code, en vrai, c'est très bien pour démarrer. Le problème du no-code, c'est que quand vous avez besoin de scale, en fait, ça ne marche plus. Alors, pour tout un tas de raisons, mais globalement, le no-code, c'est bien parce que vous allez pouvoir connecter plein d'outils entre eux, etc. Mais en fait, ça va vous coûter de plus en plus cher en tools. Première raison, ça va vous coûter super cher en infra, parce qu'il va falloir, globalement, si vous avez des utilisateurs, héberger de plus en plus de données, héberger des vidéos, des photos, et je ne sais quoi. Donc moi, je vous conseille tous si possible, de partir sur du no-code. Pour certains business, en fait, c'est pas possible. Et après, toujours vous dire qu'en fait, vous avez potentiellement des trucs qui ne marcheront plus en no-code et qu'il faudra à un moment donné basculer sur du code pur. Ensuite, je pense que pour une prestation se passe bien, c'est que vous aussi, vous soyez capable de vous dire qu'il y a une part d'inconnu dans la prestation.
et potentiellement, il peut aussi y avoir une part d'échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as une agence et que tu as fait 4 projets que ça s'est très bien passé, que ton 5e projet va bien se passer. Et en fait, c'est un peu comme vous avec vos clients. En fait, vous avez livré 3 clients, ils sont super satisfaits, NPS à 100. Le 4e, en fait, c'est un truc qui s'est pas bien passé, il n'a pas aimé. Ça peut aussi arriver. Ça, faut juste savoir en fait travailler vraiment de façon itérative, et donc ça va vous limiter en fait le risque, qui va être un risque plutôt à la semaine, plutôt qu'un risque où vous avez pris un engagement sur 6 mois, mais il y a toujours une partie en fait d'inconnu. Il y a peut-être la fonctionnalité que vous pensiez qui était facilement faisable, et en fait techniquement c'est un calvaire à faire. Et donc à ce moment-là, par exemple, vous allez vous retrouver conflicté en fait avec l'agence, qui va se dire ah ouais, mais nous on n'avait pas vu le truc comme ça, on pensait plutôt le faire comme ça. Vous allez dire ah non, c'est pas du tout ça. Là aussi, c'est à vous à comprendre que si les personnes vous disent en fait ce truc-là c'est trop compliqué à faire et vraiment ça va être vraiment hors scope, en fait, il faut aussi savoir se dire ok, il faut que je trouve une façon peut-être un peu plus simple et maligne. Malgré qu'au départ vous aviez un contrat qui disait je veux une feature qui fait A et B. Il y a aussi souvent des parts d'inconnus parce qu'au début, vous n'allez pas spécifier les fonctionnalités de A à Z avec tous les use cases possibles. Donc, en fait, même pour l'agence, quand elle prend un deal, en fait, il y a forcément une part d'inconnu et donc un risque d'échec aussi pour l'agence. Et les agences, en fait, sont fine avec ça parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir rogner dans leur marge, qu'en général, sur un projet, il y a tant de retard, etc., et que c'est calculé à l'avance. Mais elle accepte aussi ce fait-là. Donc, quand vous travaillez avec une agence ou un freelance, il faut que vous vous disiez, OK, potentiellement, ce freelance, en fait, il ne faut pas voir le fait qu'il a besoin d'un jour de plus comme j'essaie de vous prendre de l'argent en plus. C'est peut-être que juste, en fait, il a eu besoin de mieux se former sur un truc, d'apprendre un truc qu'il ne savait pas, de rechercher potentiellement de la documentation. Donc, il faut vraiment le voir comme un process aussi itératif des deux côtés. Donc voilà. Et ça, je pense, c'est un truc important parce que je pense que du côté entrepreneur, on ne le fait pas assez. Et moi-même, quand j'achetais des prestats étant jeune, je disais non, le prix c'est ça, je veux ça, tu me le délivres pour la semaine pro et c'est comme ça. Et là-dessus, il a fallu que je devienne un peu plus souple aussi avec le temps parce que je travaille sur des plus grosses missions qui ont beaucoup plus de variables, d'inconnus, beaucoup plus de challenges techniques. Et donc, en fait, j'ai appris ça un peu avec le temps, quoi. C'est de se dire, en fait, même quand j'achète une presta, je ne peux pas non plus tout imposer parce que même moi, dans mon propre business, en fait, j'ai parfois aussi des inconnus. Donc voilà. Accepter de perdre de l'argent, alors ça c'est très compliqué, hein. Mais en fait, si vous voulez tester un freelance, la meilleure façon en fait, c'est de payer 2 jours de prestat et de voir ce qui se passe. Donc en fait, vous allez toujours perdre un peu d'argent, mais c'est aussi à vous en fait de vous dire que c'est perdre de l'argent, mais pour mesurer un risque. En fait, il ne faut pas le voir comme j'ai payé un freelance une journée et ça s'est mal passé, donc j'ai perdu 500 euros ou 300 euros, ce que vous voulez. Mais c'est plus de vous dire, en fait, vous avez payé ce mec-là pour voir ce qu'il valait une journée. Vous vous rendez compte suffisamment tôt que ça ne va pas, donc vous pouvez itérer dans le process, ce qui en fait vous évite de perdre peut-être 15 000 euros si vous aviez signé 15 000 euros en une seule fois. Donc ça, je sais que ça paraît un peu contre-intuitif, hein. Et quand j'étais entrepreneur, moi non plus, je raisonnais pas comme ça. Mais par contre, au fil du temps, j'ai commencé à me dire que finalement, c'était peut-être aussi une bonne façon de pouvoir challenger et faire avancer les choses. Parce que là, il y en a qui ont des questions un peu ou pas du tout. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai une petite précision à apporter. Ne pensez pas que exprimez bien tout, et y compris ne pensez pas qu'il y ait des évidences, que tout est évident, parce que le nombre de fois où si ça c'est évident, faut faire comme ça, ou alors oui c'est évident, je vais enregistrer la donnée de telle façon. Non, un développeur, il n'y a pas d'évidence en fait. Faut bien dire les choses. Ouais, c'est pour ça que je vous dis vraiment de travailler avec des workflows pour en fait faire apparaître les évidences. Parce qu'en fait, si vous y pensez pas, en fait, un projet c'est tellement complexe en fait quand on le prend vraiment de la big picture complète qu'en fait même vous un truc qui vous paraît bête, en fait ça va être mais en fait ça change complètement le workflow. En fait, moi par exemple là on travaille sur Time Circle et l'autre coup on fait une modif.
où en fait, on a créé un compte multi-utilisateur où les entreprises donc, peuvent avoir plusieurs utilisateurs dans le truc. Et donc, l'entreprise invite donc un deuxième utilisateur dans son compte. Et donc là, c'est bien, on envoie un mail. Et puis en fait, là, je vais voir le développeur et je lui dis, ben, il y a juste une question. Là, on envoie un mail, mais le mec, comment il s'inscrit? Et là, en fait, il me dit, ben, je l'ai fait retomber sur le tunnel d'inscription. Et là, en fait, gros problème. Gros problème, pourquoi? Parce qu'en fait, notre tunnel d'inscription, il a été conçu pour que la personne puisse s'inscrire en créant son entreprise. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, il est invité à rejoindre une entreprise déjà existante. Et en fait, je n'ai pas pensé à spécifier que, bah, en fait, non, il fallait faire un workflow où en fait, c'était un tunnel d'inscription, un secondaire, et où en fait, il n'y avait pas de création d'entreprise à ce moment-là. En fait, c'est bête, mais lui, il m'a dit, lui, il est parti du principe, bah, c'est simple, là, je route, le mec, il sera inscrit comme tout le monde et basta. Bah non, en fait, c'était pas le même funnel. Et ça, c'était une évidence, et c'était une évidence pour moi, et en fait, c'était pas une évidence pour la tech. Donc, on a rectifié le truc vite fait, mais en tout cas, voilà, même sur des sujets en fait d'inscription de l'utilisateur, en fait, il peut y avoir des use cases qui est, bah, en fait, si une personne en fait a été cooptée à rejoindre la plateforme par X, alors du onboarding est peut-être pas le même. Donc en fait, même des évidences telles que l'inscription, en fait, faut les prendre en compte. Donc effectivement, là-dessus, Alexandre a raison. En fait, il n'y a rien d'évident quand vous allez gérer votre projet. Donc en fait, vaut mieux que vous over-communiquiez à fond avec l'agence ou le freelance en lui disant non mais en fait il faut ça, attends viens on rentre dans le détail de la fonctionnalité, moi je m'attends à ça, parce qu'en fait plus vous allez rentrer dans le détail, moins il y a de chances en fait qu'il y ait des erreurs à la fin, quoi. Moi, j'ai un petit retour d'expérience encore plus bête que ça. Une histoire de marketplace sur lequel il fallait afficher un prix. Et ça paraissait évident aux fondateurs qu'il fallait afficher le prix TTC, sauf qu'on travaillait avec du B2B et qu'on voulait afficher du prix hors taxe. Et nous, ça nous paraissait tellement évident qu'il fallait afficher du prix hors taxe, sauf que le développeur, il a fait du prix TTC. Et en bout de chaîne, en fait, ça fait une catastrophe, quoi. Donc, ouais, faut rien prendre comme étant une évidence. Exactement. Et donc du coup, dernier point, travailler vachement en itération, collaboration. En fait, une des erreurs, je pense que les gens font un peu trop souvent, c'est prendre un prestataire comme un mec qui va juste exec, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a techniquement quelque chose à vous apporter aussi dans les différents projets qu'il a pu gérer. Donc, en fait, c'est vraiment être plus dans la collaboration en disant, bah, moi, je pense faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, et aussi essayer de tirer de la valeur en fait de la prestation que vous payez. Et en fait, souvent, en fait, moi, ce que je vois, et même quand je vends à des entrepreneurs, c'est que les gens, ils arrivent avec un truc qui est hyper figé. Et en fait, ils ne cherchent pas à tirer de la valeur de l'expérience que j'ai pu avoir sur des projets ou même en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je pense que c'est là aussi qu'il y a un truc, c'est à vous de vous dire, bon, en fait, ils ont quand même fait pas mal de bons projets, le portfolio est sympa, j'ai eu des bons retours, donc peut-être aussi écouter davantage et pas juste prendre la personne pour être en mode exec ce que je te demande, sachant que ça va pouvoir déjà travailler sur une presta en fait où on est juste exécutant. En fait, déjà pour les gens qui travaillent, en fait, c'est pas très cool. Mais en plus de ça, potentiellement, vous êtes en train de perdre de la valeur, ou peut-être avec juste 2-3 retours d'expérience, vous auriez modifié votre produit, ça serait sorti 2 fois plus vite et potentiellement avec moins d'erreurs. Donc ça aussi, c'est hyper important. Dans quel cas est-ce avantageux de passer par un prestataire? Déjà, quand vous n'avez pas l'expertise en interne, du coup, en fait, c'est pas possible pour vous de le faire. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux que vous passiez par un prestataire. Un prestataire. Après, toujours est-il qu'il faut que vous vous renseigniez quand même sur ce que vous êtes en train de déléguer, que vous ayez quand même un peu de knowledge, en fait. Donc, n'hésitez pas à lire des documents, à lire de la doc, à lire des articles. Vous voulez sous-traiter une agence de dev, en fait, allez lire des trucs sur la méthode agile, comment travailler une équipe de dev. Peut-être faites des calls juste avec des développeurs, voir comment ils taffent dans la vie. En fait, ça va vous permettre de comprendre le métier des gens. Et même si vous n'avez pas l'expertise et que vous n'êtes potentiellement pas capable de bien jauger la qualité du rendu, le fait d'avoir compris un peu comment travaillent les gens dans ce domaine-là et un peu autour de vous, ça va vous permettre de mieux appréhender, quand même les choses. La deuxième, quand est-ce que c'est aussi avantageux, c'est quand vous n'avez pas le temps ou de bande passante. Et moi, par exemple, un truc que je fais maintenant,
c'est tous les mecs qui acceptent d'être payés que en commission à la performance, je sous-traite tout. Donc, tout ce qui est recherche de subventions, me faire mon BP, faire du bizdev, etc. En fait, tout ce qui est payé à la perfo, maintenant, j'hésite même plus. Je teste les gens, je dis, OK, tu as 3 semaines pour m'aider. Et en fait, tu es payé à la perfo. Là-dessus, j'hésite même plus parce que je n'ai pas la bande passante pour le faire et je paye à la perfo. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Si vous avez des gens qui vous demandent un mix fixe, pas très élevé, plus performance, ben, pareil, réfléchissez bien. En vrai, ça peut être intéressant pour vous. Si la personne est forte, en fait, vous allez payer effectivement une com sur tout ce qu'elle vous aide à générer. Mais en même temps, ça vous a déchargé pour pas très cher en coût fixe. Donc voilà. Quand est-ce que vous pouvez aussi sous-traiter? C'est quand vous maîtrisez déjà bien un process et que vous êtes à l'aise pour back-checker en fait, le travail. Donc ça, maintenant, moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps sur la partie tech, par exemple, ou design. Moi, ça me pose aucun problème de sous-traiter parce que j'ai les ressources et les compétences en interne pour de toute façon checker si la personne fait bien son taf. Donc là-dessus, pareil, ne pas hésiter à sous-traiter. Après, forcément, ça dépend aussi de vos budgets, hein, tout ce que je raconte. Un des trucs aussi que je peux vous dire, c'est chercher toujours des agences petites ou moyennes. En fait, souvent, les entrepreneurs me disent « Ouais, mais ça me fait peur, ils sont que 5, etc. » Ouais, mais en fait, du coup, ils ont quand même beaucoup moins de clients à traiter. Le budget que vous allez leur allouer, potentiellement, ça peut être un bon budget pour eux à l'année. Donc, en fait, globalement, vous allez être quand même mieux traité que par une grosse agence. Et notamment aussi, il y a un autre aspect, c'est que les grosses agences ont des coûts fixes beaucoup plus importants, que ce soit en termes de locaux, de commerciaux et de métiers transverses, de gestion de projet, etc. Donc, en fait, globalement, les prestations vous coûteront plus cher pour le même délivré en vrai. Et pareil, là-dessus, il y a une grosse tendance aujourd'hui qui est un peu les collectifs de freelance. Je ne sais pas si y en a qui connaissent Moza, par exemple, sur le product design. Mais aujourd'hui, c'est un peu une grosse tendance de fond, les collectifs de freelance. Et donc ça aussi, ça peut vous aider à trouver des gens pour vraiment bien exécuter votre produit et ce que vous avez à faire pour des coûts abordables. Et après, ça peut être aussi quand vous avez besoin de conseils externes. En fait, vous ne voyez pas une agence. Alors, ça dépend des agences, mais moi, je parle pour nous, mais je sais qu'il y a pas mal d'autres boîtes où on fait du CTO as a service, où en fait, en gros, on vend juste du conseil sur du cadrage et de l'accompagnement. Et ça, par exemple, c'est une offre qui marche pas mal, où nous, par exemple, on cadre pas mal de stagiaires pour des startups, où en fait, les mecs, ils ont pris un stagiaire, ils savent pas le cadrer, et nous, du coup, on le cadre pour eux, et on définit avec eux le backlog, etc. Je sais qu'il y a 2-3 agences sur Paris qui font du CTO as a service. Ça peut être aussi une offre à réfléchir pour vous, parce que en termes de cost, qualité, delivery, temps de disponibilité du dev, en fait, vous êtes plutôt gagnant. Alors, c'est plus cher que de prendre juste un stagiaire, mais en même temps, vous avez un stagiaire qui est cadré par des mecs qui ont un peu plus d'expérience. Donc, ça évite aussi que le stagiaire fasse n'importe quoi. Ça, pareil, c'est un vrai sujet, hein, mais en fait, quand vous prenez des stagiaires en dev, si vous ne savez pas dev, bah, en fait, c'est la merde. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas capable de faire les tests à l'entrée, vous ne savez pas si elle va délivrer. Et en fait, OK, c'est moins cher sur le papier au départ, mais en fait, si à la fin, il n'a délivré rien, ça vous a juste coûté quand même plus cher. Et vous n'avez pas généré de business avec. Donc là-dessus, faites un peu attention. Il y a des questions là ou pas? Non, OK. Comment négocier avec son prestataire? Alors, ne négociez pas, mais soyez exigeant. Alors, en vrai, non, négociez quand même. Mais ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est qu'en fait, quand vous achetez de la prestation de service, en fait, c'est des gens qui ont un business comme vous, qui est de vendre du coup du temps homme en vrai. Peu importe si c'est forfaitaire ou TJM, mais le but étant de vendre du temps homme. Et en fait, plus vous négociez, en fait, si à un moment donné, vous vous retrouvez à négocier 50% du prix, en fait, il y a deux options. Soit le mec est en train de vous défoncer la qualité de ce qu'il va vous livrer, soit le mec vous faisait vraiment trop de marge, mais en général, c'est pas vraiment le cas parce que de toute façon, il y a quand même des prix moyens de marché, etc. Donc, pour être compétitif, de toute façon, le marché régule les prix. Et donc voilà. Donc là-dessus, faites attention. Négociez un peu, mais pas trop. En fait, plus vous allez vouloir vraiment descendre les prix,
Alors, vous avez des agences qui vous diront toujours oui. Et en fait, là-dessus, posez-vous la question de est-ce que c'est normal. Et la réponse, en fait, est plutôt non. Parce que même vous, sur vos clients, à un moment donné, vous refuseriez de descendre les prix. En fait, c'est pareil quand vous achetez une presta. En fait, si vous sentez que vous êtes en train de diviser par de 30-40% la presta, en vrai, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un truc qui ne va pas bien se passer. Soit l'agence va mettre moins de gestion de projet et donc passer moins de temps avec vous. Mais en tout cas, à un moment donné, elle va vouloir rogner ses coûts à un endroit pour garder sa rentabilité. Est-ce que c'est mieux un tarif journalier ou un forfait? Alors là-dessus, tout est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des millions de situations différentes. C'est un peu comme je crois qu'il y a une question qui est juste après. Voilà, c'est aussi celle-là. Comment savoir si c'est le bon tarif? Je vais répondre un peu à tout ça en même temps. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, dans le sens où en fait, souvent, quand vous êtes entrepreneur, et moi je faisais pareil, c'est que quand j'étais plus jeune, je me disais non, mais il faut que j'achète un mec pas cher, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, des fois, il vaut mieux payer quelqu'un de cher parce qu'en fait, il va mettre beaucoup moins de temps. Donc en fait, globalement, à la fin de la presta, en fait, ça a coûté le même prix. C'est juste que la personne avait plus d'expérience et donc n'a pas fait les erreurs que l'autre a faites. Et donc, en fait, vous vous retrouvez à payer le même prix. Par contre, ça a pris plus de temps et juste une personne s'est formée sur le fait que vous l'avez payé pas cher. Les forfaits, c'est pareil en fait. Les forfaits, les forfaits, ils sont jamais sortis du chapeau. On estime qu'il y a tant de jours de dev à tel TJM égal. Du coup, on vous fait un forfait à tel prix. Là-dessus, vous allez juste vous baquer sur le fait que ça va pas dépasser. Minus le fait, ça veut dire que vous ne devez pas changer votre cahier des charges. Vous devez rester stricto sensu dans ce qui a été écrit. Et si vous en sortez, de toute façon, il y aura un avenant qui est fait au changement de cahier des charges. Et donc, à ce moment-là, en fait, soit c'est un truc mineur et donc l'agence l'accepte et il n'y a pas de surfacturation, mais c'est un changement majeur, même en forfait. De toute façon, l'avenant fera en sorte que le prix augmente. Donc, ça, en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en fait, sur le prix. C'est à vous de voir est-ce que, en fait, le qualité-prix-temps de delivery est acceptable pour vous et aussi, surtout, il faut vous poser la question de ce qui est délivré, est-ce que ça a une valeur commerciale? Est-ce que je vais arriver à le monétiser suffisamment rapidement? Quelle est la fonctionnalité qu'il va falloir que je priorise justement pour générer du cash? Et en fait, l'enjeu, il est plus là en fait quand vous êtes entrepreneur. En fait. Demain, si je vous dis, payez-moi 1 000 € au jour, mais au bout de 5 jours, je vous ai aidé à faire 30 000, en fait, il n'y en a aucun de vous qui ne va pas me payer 1 000 € au jour. Parce qu'en fait, la finalité, c'est que vous avez fait beaucoup plus de cash que ce que vous avez dépensé. Donc ça, c'est toujours, il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise réponse. Et où est-ce que vous pouvez comparer des prix? Je vous conseille Malte. En vrai, il y a une diversité de freelance qui vous donne des grilles. Et en fait, quand vous allez y aller, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, le freelance, ça va de 30 € la journée à 1500 balles la journée. Et en fait, dans ce champ des possibles, quelle est la différence de qualité? En fait, c'est pas parce qu'une personne est plus chère qu'une autre qu'elle est meilleure. Donc pareil, en fait, c'est souvent de l'appréciation et parfois vous allez payer quelqu'un parce qu'il a une bonne référence dans son portfolio, mais en fait, il a peut-être exécuté très peu chez ce client-là, alors que l'autre qui a une référence qui est un peu moins stylée. Par contre, en fait, il a fait presque tout le taf, je sais pas, du design, par exemple. En fait, globalement, ce mec-là est meilleur en exec. Donc là-dessus, faites toujours attention. Le TJM, en fait, c'est vraiment pas un facteur d'achat. Et moi, je regarde jamais, en fait, je regarde plus les TJM. En fait, je demande plutôt à comparer des travaux équivalents. Par exemple, si j'ai besoin d'une presta en Conton, je vais dire, OK, écris-moi un article de 800 mots. Je prends l'article, je le compare à un freelance que je connais où j'ai sa référence de TJM et tout. Et je dis, OK, qualité de rédactionnel meilleure ou pas, oui, non. Prix inférieur, oui, non. Et en fait, ça me fait mon propre référentiel interne, quoi. Après, la différence fondamentale, c'est que le TGM, c'est de l'obligation de moyens, alors que le forfait, c'est de l'obligation de résultat. Et que du coup, tu vas te retrouver sur du forfait si tu as bien carré sur ce que tu demandes et ce que tu carré à essayer En de dire. vrai,
alors en vrai, c'est vrai et faux en même temps. Parce que c'est une obligation. En fait, même quand tu fais un forfait, en fait, c'est une obligation de moyens et pas de résultats. Parce qu'en général, tous les contrats de dev et tech sont rédigés de façon à ce que ça soit en fait un résultat de moyens. Mais si vous trouvez des gens qui s'engagent contractuellement, c'est ça le delivery à 100%, et il n'y aura pas d'avenant, et il n'y aura pas de trucs qui ne vont pas, je suis chaud de les rencontrer, hein, mais j'ai jamais vu un seul contrat tech, en fait. Même en forfait, en fait, tu es obligé de faire des avenants. Dès que tu vas vouloir changer le cahier des charges, à ce moment-là, en fait, tu rentres dans des clauses qui font que, en fait, l'obligation de moyens, l'obligation de résultat devient une obligation de moyens parce qu'il y a eu un avenant. Donc, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les choses soient hyper bien bornées. Parce que Yes, moi, mais par expérience, j'ai jamais vu un cahier des charges, tu vois, qui Ouais, est c'est ça. millimétré jusqu'à la spécification de comment tu as encodé tes données. J'ai jamais vu un cahier des charges qui va aussi loin, tu vois. Ouais, non, mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tu peux passer après des heures carrées à discuter de mais si, regarde, dans le cahier des charges, c'était marqué. Ah ouais, mais non, on ne l'a pas interprété de la même façon et vas-y que je te fais un avenant, etc. etc. Yes. Et c'est là où ça devient. En fait, c'est là où tu vas avoir une gestion de ton prestataire qui va être hyper chronophage et tu vas perdre du temps et tu aurais mieux fait de le prendre en régie, quoi. C'est ça, exactement. Bah, parce qu'en fait, le problème du forfait, c'est qu'en fait, la personne ne voudra jamais en rajouter parce qu'elle a fait un forfait au départ. Alors qu'en régie, il aurait été peut-être un peu plus souple. C'est pour ça que c'est hyper important, vraiment, je pense, d'être vraiment de la coopération et dire, bon, OK, on fait des deliveries à la semaine. Comme ça, en fait, tout le monde s'engage un peu sur un tarif d'une semaine à chaque fois. Et en général, ça amène très rapidement, en fait, le résultat attendu par vous, mais aussi le delivery que l'agence a à faire. En général, c'est un peu la meilleure façon d'avancer, quoi. Après, moi, quand j'avais ma boîte de conseil, je faisais un autre truc. C'est que je faisais une espèce de régie forfaitée. C'est-à-dire que le client s'engageait sur un volume global, mais que le cahier des charges, en fait, était révisé assez régulièrement, genre toutes les semaines ou quelque chose comme ça. Et comme ça permettait de tirer un peu les coups vers le bas parce qu'il y avait un engagement sur un certain volume, ce qui nous permettait, nous, d'avoir une meilleure visibilité et à ce moment-là, de pouvoir baisser des coûts. Mais pour autant, rester hyper flexible et s'ajuster en permanence s'il y avait besoin. Et ça, c'est pratique. OK. Quand tu as des fonctionnalités, des features où tu ne sais pas trop où tu vas, ou tu es encore un peu dans le flou, etc., tu as confiance dans le prestataire, tu peux t'engager dedans et puis te dire, bon, bah, on réajustera au fur et à mesure. Yes, mais après, dans ce cas-là, en tant qu'entrepreneur, vous, le truc le plus smart, c'est juste de payer du delivery à la semaine ou aux 2 semaines. Et en fait, vous ne faites même pas d'engagement de volume, en fait, tu vois. En fait, quand vous êtes entrepreneur, votre intérêt, il n'est pas de vous engager sur un volume financier, tu vois. Oui, je suis d'accord. Déjà, parce que potentiellement, vous êtes peut-être en train d'attendre des subventions qui vont mettre plus longtemps à arriver, etc. Donc, pour plein de raisons, vous avez meilleur temps d'essayer de travailler plutôt en sprint, qui vont vous donner justement cette flexibilité, cette gestion du cash, plutôt que. En fait, ce que tu dis, Alexandre, je suis d'accord, mais ça marche en vrai quand même que si tu as des bons budgets qui vont intéresser l'agence. Si tu arrives et que tu dis, j'ai un super budget de 3 000 euros, bon, bah, en fait, l'agence, elle va te dire, oh, bah, super, mais en fait, ça sert à rien que je te fasse une régie forfaitaire, tu vois. Moi, Du tu me coup, proposes ça, je te le fais. Hein. de faire quoi? Ça, de faire sur des petits budgets, faire de la régie forfaitée, ça ne me dérange pas, en fait. Ok. C'est pas des trucs. Ouais, mais du coup, en fait, tu reviens à faire du sprint parce qu'en fait, du coup, tu as une visibilité à la semaine. Enfin, 3 000 euros, grosso modo, dans une agence, hein, c'est un peu le prix de la semaine, tu vois. Donc, en fait, ça revient à peu près au même, tu vois, en fait, en vrai. Chez Moza, tu vois, par exemple, ils travaillent en sprint. Ils te disent, OK, le sprint la semaine, c'est XK euros. Et si tu as besoin de 3 itérations, tu payes 3 semaines et basta, quoi. C'est un peu le même principe, mais tu n'as pas d'engagement. T'as pas d'engagement. Et en vrai, franchement, si vous avez l'occasion, hein, mais essayez de travailler aussi comme ça, parce que en fait, ça rassure aussi les deux parties, parce qu'en gros, l'agence, on va y venir juste après. J'ai eu pas mal de questions aussi, comment ne pas se faire niquer son argent, etc. Et en fait, de travailler à la semaine, en fait, ça rassure aussi un peu les deux parties, dans le sens où l'agence, le risque qu'elle a pris, c'est de travailler avec vous une semaine. Soit vous payez pas, ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Mais en fait, ça permet aussi d'enclencher une relation de façon assez simple et pas trop engageante aussi. Donc,
Si vous trouvez des gens qui travaillent comme ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse tendance de fond sur les collectifs de freelance maintenant, qui justement permet d'avoir cette flexibilité-là. Moi, j'ai eu le souci de Presta qui, du coup, vu qu'on n'engageait pas des volumes suffisamment importants, arrive un moment où tu leur dis, OK, moi, je vais vous reprendre un sprint dans une semaine, 15 jours, j'en sais rien, pour faire telle features. Et là, ils te disent, ouais, mais tout bad, moi, j'ai pas de bande passante, j'ai plus de bande passante, j'ai plus rien, donc il faut que tu ailles voir ailleurs. Et ça, Ouais. si tu veux t'inscrire sur un pas du long terme, mais si tu veux quand même une relation, comme tu dis, de collaboration, je trouve que ça coince un peu, quoi. Ouais, c'est pour ça que les collectifs de freelance, c'est pas mal parce qu'en vrai, les mecs, ils font en sorte de tout le temps avoir des bons mecs qui rentrent dans leur collectif. Et donc, tu n'as pas ce blocage humain. Mais ceci étant, hein, même si tu t'engages en termes volume, en fait, l'agence, elle a quand même plutôt intérêt à overstaffer tout le monde. Et donc, toi, au moment où tu vas demander à débloquer ton truc, en fait, globalement, ils vont te dire, il y a une semaine de délai parce que machin est en train d'être staffé sur tel truc, tu vois. Parce que dans l'agence, en fait, c'est compliqué. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous êtes de plus en plus en vrai de collectifs de freelance. Et moi, je travaille plutôt sur cette approche-là. Je travaille avec le bon freelance au bon moment sur la bonne mission. Parce qu'un des gros problèmes des agences, c'est que vous avez deux façons de gagner de l'argent en étant une agence. C'est soit en overstaffant les gens, mais du coup en étant toujours en flux tendu sur les projets, quitte à prendre des risques. Et au moment où il y a un projet qui part en live, vous allez devoir décaler genre de 2 mois le delivery du projet en mode rien à faire, en fait, on n'a pas le choix. Soit vous allez chercher à embaucher d'avance des gens, mais du coup, là, c'est vous qui prenez un risque financier. Et globalement, les agences cherchent plutôt à faire l'inverse, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que l'approche peut-être collective de freelance est aussi intéressante pour vous, c'est que c'est des gens qui sont un peu plus flexibles sur le fait de monter l'équipe en termes de volume. Du coup, vous pouvez pas mal vérifier les prix sur Malte. Même moi, en fait, hein, quand je veux comparer des prix, etc., je vais checker sur Malte, je regarde un peu. Parce que moi, on est staffé comme un collectif de freelance. Donc, des fois, quand j'ai besoin de staffer quelqu'un sur une mission, ce que je fais, c'est que je vais voir sur Malte combien sont vendus des profils similaires. Et ça me donne une idée de combien je peux vendre la personne sur une mission. Donc, j'utilise aussi Malte, en fait, pour faire mes propres ventes, enfin mes pricing, quoi. Quelle méthode de suivi faut-il adopter? Rapport, suivi continu, méthode agile. En fait, ça dépend déjà de la méthode de travail que vous avez décidé en amont. Les rapports, c'est bien, mais ça s'adapte plutôt si vous avez enclenché des très gros budgets, vous savez où vous allez dans votre CDC, etc. Faire un rapport, si vous n'étiez pas très clair au départ, c'est compliqué. Méthode agile / sprint, c'est pas mal. Moi, je prends plutôt le suivi continu quand vous démarrez. En fait, le truc, c'est que tant que vous ne savez pas trop où vous allez sur votre produit, pour aller plus vite, dépenser moins d'argent et vous le mettre moins à risque, le suivi continu de délivrer à la semaine, ça sera toujours le truc qui vous fera avancer le plus vite possible. Parce que vous pouvez une semaine avancer plutôt du design, faire des tests de features, faire des user tests sur des nouveaux screens ou des nouvelles features juste sur la partie design. Après, vous dire, bon, OK, il faut que j'améliore ça en termes de design sur telle features avant que ça parte en dev. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une flexibilité et des tests entre-temps. Donc, voilà. La méthode agile, alors tout dépend si l'agence l'applique de façon stricto sensus. Mais dans la méthode agile, un des trucs qui est quand même assez lourd, c'est que tous les matins, il faut faire un call avec l'équipe. Donc, soit le client est inclus, soit il ne l'est pas. Mais en fait, ça peut aussi vous faire perdre pas mal de temps. Donc, ça, c'est plutôt utilisé dans des grosses agences plutôt que des agences de taille intermédiaire où les mecs travaillent vraiment plus sur telle équipe, tel projet, vous avez tant de temps, etc. Où c'est vraiment de l'attribution de temps et tout est chronométré. Où c'est un peu moins le cas en fait sur des agences de taille intermédiaire où en fait nous, enfin, moi, c'est mon ressenti, hein, mais je pense qu'on est un peu plus proche du client. Et s'il faut adapter un truc, même en cours de semaine, on va être un peu plus flexible. Dans des agences un peu plus grosses, la méthode agile, c'est en fait, ce que tu m'as donné, ça sera lundi prochain parce que tu m'as écrit jeudi, ou ça sera la semaine d'après parce que j'ai déjà planifié mon sprint.
Donc, pareil, ça vous donne aussi des blocages de travail. Et si vous travaillez avec juste un freelance développeur, bah, le mieux, c'est juste de faire un suivi continu, de voir où il en est et de faire en sorte tout le temps qu'il vous délivre des trucs que vous pouvez tester. En fait, ça, c'est hyper important, c'est de dire, OK, bah, ouais, tu m'as livré le truc d'inscription, OK, bah, je me connecte, je m'inscris, je vois si ça marche et de découper votre projet, en fait, pour que vous ayez tout le temps des mini-livrables à la semaine et que ça vous permette de pouvoir tester rapidement. Si le travail ne me convient pas, que faire? Bah, surtout, payez pas l'agence. Ça, c'est le premier truc à faire. Moi, j'ai déjà vu des gens payer, puis après, ils font: «Ah, mais en fait, je vais être remboursé». Alors non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, de récupérer de l'argent une fois que vous avez payé. Donc en fait, mettez toujours en place des systèmes de paiement échelonnés, peu importe la façon, mais échelonnés tout le temps, pour vous garder au maximum la main sur le cash et sur le delivery. En fait, vous devez payer un peu en avance parce que de toute façon, l'agence a quand même besoin, elle, de sécuriser le fait que vous ayez du cash, que vous allez bien payer, etc. Mais payez pas non plus la majorité au départ parce que si le delivery se passe mal, bah, en fait, c'est vous qui vous êtes fait avoir dans le deal. Donc ne payez pas. Apprenez aussi de pourquoi en fait ça vous convient pas. Est-ce que en fait prenez aussi du recul parce que l'erreur peut aussi venir de vous. Vous aviez mal exprimé votre besoin, vous n'avez pas assez communiqué, vous n'êtes pas assez renseigné sur là où ils en étaient. En fait, souvent les clients ont l'impression que c'est que de la faute de l'agence. En vrai, en général, c'est par expérience, c'est un peu la faute de tout le monde. C'est l'agence qui en fait est staffée sur plein de projets, donc répond pas dans la minute au client, donc potentiellement on a raté une information. Mais c'est aussi le client qui avait mal exprimé une feature. Prenez aussi un peu de recul sur comment ça s'est passé, pourquoi, comment. Faites un peu une analyse avant de revenir auprès de l'agence, parce que peut-être que vous aussi, vous aurez des solutions à leur demander en disant, bon, bah, en fait, ça ne m'a pas convenu pour telle raison, est-ce qu'on peut du coup rectifier ça et en général, si l'agence est de façon collaborative avec vous et qu'en fait, c'était potentiellement des trucs pas très graves, il mettra du sien quand même un minimum. Donc voilà. Comment tu Question. gères ce genre de situation quand tu es en régie? Parce qu'en régie, fondamentalement, tu as passé le temps, que ça te convienne ou pas, tu es censé le payer le temps. Bah, en fait, le truc, c'est que de toute façon, tu as des délais de paiement dans tes régies. Tu vois, si tu tapes le mec un mois, tu vas pas payer un mois upfront. Enfin, moi, en tout cas, je vous recommande pas de le faire. Euh, et après, en fait, tu as quand même une appréciation. Tu vois, si le mec, tu l'as payé en régie, mais qu'à la fin du mois, tu as 0 ligne de code, le mec peut justifier comme il veut qu'il ait été staffé en régie et pas au forfait. Mais en fait, tu as une obligation de moyens, mais il faut quand même que tu les justifies, tes moyens, tu vois. Donc, tu as quand même. Nous, ce qu'on fait, par exemple, hein, c'est un truc tout con, mais nous, on a des outils un peu d'analyse de code qui calculent le nombre de lignes par développeur, qui prod plus que d'autres. Et aussi la qualité. La qualité, c'est est-ce qu'une feature se fait plus de lignes que celle des autres, etc. Donc, en fait, on fait des comparatifs entre les devs. Donc voilà, donc, en fait, tu as toujours un moyen de contrôler quand même est-ce que le mec en régie se fout de toi ou pas, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais comment tu fais? Par exemple, le mec, il te dit, pour la feature, c'est 2 jours parce que, voilà, pour faire, je sais pas quoi. Et puis en fin de compte, il a des problèmes techniques, il n'y arrive pas et parce que pour des raisons X, Y ou Z. Et puis il faut 4 jours. Et il te dit, bah, la feature, je devais te la facturer 2 jours, je te la facture 4 jours parce que c'est du temps passé. Yes. C'est pas du forfait. En fait, là, c'est à vous de. Après, là, le problème, effectivement, c'est que si vous n'avez pas de CTO dans la boîte, ça va être compliqué parce qu'il va falloir quand même défendre, vous, votre point de vue. À ce moment-là, un truc qui peut être intéressant, alors qui vous coûte un peu plus cher au départ, mais qui peut vous permettre de vous backup, c'est potentiellement de prendre une autre agence qui backcheck, qui va en fait superviser le rendu pour vous de façon technique, mais qui aura un côté un peu plus impartial que l'autre agence qui est en train de vous vendre le rendu. Et à ce moment-là, en fait, vous avez potentiellement quelqu'un qui va vous dire bah, ça, c'est pas trop mal. Donc oui, oui, je comprends. Et aussi vous accompagner sur le côté, bah, en fait, techniquement, c'était pas faisable. Ou c'est le profil peut-être qui est trop junior aussi en face et du coup, il a mis plus longtemps. Mais peut-être prendre du coup quelqu'un d'un peu externe qui justement va pouvoir superviser le travail. Mais dans l'absolu, contractuellement, tu n'as pas de.
contractuellement, tu n'as pas de façon de te protéger, en fait. Tu vois, après, quand tu as une obligation de moyens, en tant qu'agence, il faut quand même que tu prouves que tu as mis les moyens pour le faire. Et si le moyen que tu as mis en face, c'est un mec qui est trop junior, potentiellement, en fait, tu peux perdre au tribunal. Tu vois. Enfin, il y a toujours des solutions. Donc après, c'est aussi un peu une question de trust. Tu vois. Si en fait, si tu trustes pas déjà le mec avec qui tu travailles, en fait, travaille pas avec cette personne-là. Mais peut-être aussi une des solutions, c'est de prendre quelqu'un d'un peu plus externe, qui a de l'expérience et peut-être de votre entourage, etc., qui peut faire ce travail-là, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je faisais pour des boîtes, je pilotais des projets justement pour les gens qui n'avaient pas d'expérience tech, parce qu'ils se faisaient avoir en permanence, quoi. Mais après, tu rentres dans des relations conflictuelles, donc c'est ça qui est chiant, quoi. Après, moi, franchement, souvent, je récupère des clients justement avec qui ça se passe mal, avec des agences, etc. Et ouais, franchement, ça se passe jamais bien parce que de toute façon, moi, j'arrive, je dis, écoute, on a envie de reprendre ton projet, t'as fait nimp. Et là, ouais, effectivement, c'est ultra conflictuel parce que de toute façon, l'autre. Après, c'est aussi ça le côté, c'est est-ce que le mec reconnaît aussi un peu ses torts ou pas, ou est-ce que le mec est que de mauvaise foi. Par exemple, des pratiques que moi je vois, c'est des agences qui vont vous dire vous en faites pas, on a un super framework maison. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais en gros, si une agence vous dit j'ai un framework maison, barrez-vous, parce qu'en vrai, vous serez dans la merde à un moment donné, et de façon très importante. Donc en fait, sur les technos, en fait, prenez tout le temps des trucs qui sont des standards de l'industrie. Si vous voulez du code JS, prenez des frameworks JS ou PHP. Mais si une agence vous dit vous en faites pas, c'est ultra robuste, c'est un truc fait en interne, faites barrez-vous, il n'y a pas moyen que ces mecs-là fassent des trucs plus stylés que des énormes boîtes qui ont 10 000 ingés qui travaillent sur des frameworks. Donc ça, c'est aussi un peu une façon de repérer aussi un peu les mecs mauvais sur le marché. C'est tous les mecs qui vous disent je sais comment faire, j'ai un truc maison, etc. En fait, c'est pas possible. Quand vous faites du front, si vous utilisez Vue ou React, React c'est fait par Facebook. Je pense pas que l'agence de dev du coin en fait soit capable de battre les devs ingé de chez Facebook en matière de framework front là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook, ils ont des problématiques tech qui sont tellement énormes que lui n'a même jamais rencontré, donc ça ne peut pas marcher, quoi. Et ça, par exemple, c'est un truc que je vois souvent où les mecs viennent nous voir en mode c'est un framework maison, etc. Ok. Est-ce qu'il y a de la documentation? Non, il n'y a aucune documentation. Est-ce que le code est commenté? Non, il n'y a aucun commentaire. Et en fait, c'est juste que les mecs ont fait ça, c'est pour vous enfermer dans leur techno à eux. Et en fait, vous êtes bloqué à ce moment-là, quoi. Ouais, tout comme sur les technos un peu exotiques, où là, tout à l'heure, tu parlais de code et de no code. Mais tu as des outils no-code qui ne sont pas du tout développés en France et qui sont vachement développés aux US, etc. Et puis, il y en a un freelance qui va te dire, ouais, c'est super, c'est génial. Tu vas aller là-dessus. Puis, le jour où tu vas avoir faire une modification, tu vas payer un indep 1000 balles parce qu'il n'y a personne sur le marché de toute façon. Donc, C'est ça. no choice. Exactement. En fait, là-dessus, ouais, faites toujours gaffe. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise techno. Vérifiez juste qu'il y a des gens disponibles sur le marché. Ça, je pense, si vous avez un conseil à retenir, c'est vérifier qu'il y a des gens disponibles sur le marché. Parce qu'en fait, plus votre techno, en fait, moins il y a de monde, plus ça va vous coûter cher. Et en fait, plus le jour où vous êtes dans la merde, moins il y a de monde. Donc en fait, mathématiquement, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. À demain. Comment avoir un contrat à la fois convenable pour l'entrepreneur et le prestataire? Donc, en fait, il y a quand même des clauses un peu de base. Cession de la propriété intellectuelle. Donc déjà, en fait, il y a un truc très simple. Si vous travaillez avec une agence qui, en fait, dans les contrats, ne vous a pas cédé automatiquement la propriété intellectuelle, déjà, le côté un peu transparent et collaboratif de l'agence, en fait, est un peu en train de s'envoler. Et en fait, ça arrive très souvent que les agences ne vous le cèdent pas dans les contrats. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'au moment où vous voulez vous barrer, l'agence vous dit par contre, pour la propriété intellectuelle, on a oublié de vous préciser que ça coûte tant pour vous barrer. Et donc là, vous vous retrouvez un petit peu coincé. Donc en fait, vérifiez toujours les contrats qu'il y a une cession automatique de propriété intellectuelle de l'agence. Ensuite, la date de delivery. Vérifiez toujours quand même que les dates de delivery sont marquées noir sur blanc. Parce que ça, c'est aussi un autre problème. C'est en fait, s'il n'y a pas de date de marquée dans les contrats, globalement, tant qu'ils vous délivrent, il n'y a pas de problème. Sauf si vous délivrez au bout de 12 mois, en fait, votre startup, entre-temps, elle est morte. Donc, du coup, vous avez une problématique.
Le TJM, vérifiez quand même que c'est des prix de marché. Et ça, c'est pas très dur, hein. Vous faites une moyenne sur Malte d'un prix de marché de profils un peu similaires. N'hésitez pas aussi à demander les profils qui vont travailler sur votre projet. Comme ça vous permet aussi de voir quand même quelle est la qualité des profils qui vont être staffés. Et après, alors ça marche pas pour tous les types de prestats, etc. Mais en fait, même si vous négociez un peu le TGM, etc., essayez toujours d'incentiver et d'avoir un alignement des intérêts. Moi, en gros, sur notre boîte, on fait aussi pas mal d'inbound et d'outbound marketing pour faire du gros et de l'acquise. Il y a un modèle qu'on est de plus en plus en train d'essayer et qui nous plaît bien, c'est de baisser notre TJM sur l'exec. Notre rêve étant de pouvoir l'enlever à 100%, mais pour l'instant, on ne s'y risque pas parce qu'il faut quand même payer un peu nos temps de setup et de delivery. Mais on rêverait qu'on n'ait même plus de TJM sur ces prestats-là, mais qu'on ait une commission sur l'apport de lead effective. Ça, par exemple, c'est une façon en fait, d'aligner les intérêts. C'est moi, en fait, si ma presta te génère plein de leads, en fait, tu vas gagner plein d'argent. Et donc, en fait, globalement, du coup, je vais prendre plus d'argent. Essayez toujours en fait d'incentiver les gens en fait à vous apporter de la valeur et pas juste à délivrer ce que vous avez demandé, parce que délivrer ce que vous avez demandé, c'est jamais dur. Par contre, avoir un incentive à le faire et à être aligné sur le long terme à le faire, là, c'est en fait tout de suite c'est beaucoup plus engageant. Donc voilà. Donc après, ça marche pas pour tout, mais essayez quand même au max d'avoir un truc assez aligné. Juste pour la propriété intellectuelle, il y a un sujet moi auquel j'ai été confronté. C'est faites attention, un salarié, il est soumis à la propriété intellectuelle puisque c'est marqué dans son contrat de travail normalement, etc. Un stagiaire ne l'est pas. Oui, donc alors tout à fait, développer Alexandre. un truc à un stagiaire, le stagiaire garde la propriété intellectuelle, à moins que tu l'aies mis dans les conventions, etc. etc. Ouais, alors là, par contre, je vais te soulever un autre point juridique qui s'appelle le droit français, qui stipule qu'un stagiaire ne doit pas faire le travail. Alors, ça restera entre nous, entre entrepreneurs, hein, parce qu'on ne respecte pas trop cette loi-là, mais un stagiaire n'est pas censé faire un travail effectif. Et donc, de toute façon, même si vous lui faites signer une cession de propriété intellectuelle, si jamais il vous met au prud'homme, de toute façon, ça ne marche pas vraiment. Donc, en fait, vous pouvez le faire pour vous baquer un peu, mais en termes de clause, en vrai, ça aura très, très peu d'impact si jamais il décide de vous attaquer, quoi. Donc ça, faites quand même un peu attention. Et donc, du coup, traitez bien vos stagiaires. Ce qui est le meilleur moyen de ne jamais avoir d'ennui. Donc voilà. Mais ça, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Parce que faire un stage en dev, par exemple, sans faire de code, globalement, l'apprentissage risque de pas être très fou à la fin des 6 mois, quoi. Et c'est intéressant de prendre un prestataire à l'étranger. Alors là, la réponse, elle va être directe. La réponse est non, sauf si vous avez des compétences en interne pour les gérer. À chaque fois que j'ai parlé des entrepreneurs qui ont taffé avec des freelances à l'étranger ou même des boîtes, hein, ça se passe toujours mal parce qu'en fait, il y a des problématiques. Alors, non seulement il faut arriver à mieux cadrer, il faut arriver à cadrer en anglais. Les prestataires à l'étranger sont beaucoup plus rigides qu'en France. En France, on a un pays un peu latin où, tiens, sur une discussion, on va pouvoir changer ton truc. En général, à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Il y avait un cahier des charges, je vous ai demandé ça, on a livré ça, point. Donc, pareil, un peu plus compliqué. Et deuxièmement, et le troisième point, gros décalage de culture. Donc là, pareil, en fait, si déjà vous ne gérez pas la tech vous, en plus le côté culturel, etc., ça prend beaucoup de temps et de risques. Et donc, en fait, c'est intéressant si vous avez piloté parce que ça va vous réduire vos coûts. Mais si vous sous-traitez à l'étranger, en vrai, vous avez un coût opérationnel de gestion de projet qui va être beaucoup plus importante. Donc, en fait, c'est pas dit qu'à la fin, vous ayez gagné de l'argent. En fait. Donc, ça, bien faire attention à ça, quoi.
quel comportement conseillerais-tu aux entrepreneurs quand ils s'adressent à des prestataires? Déjà, c'est de lire beaucoup sur comment fonctionne une agence, comment on monte un business d'agence, comment on fait un pricing en fait en agence, qu'est-ce qu'on vend en fait comme prestation. En fait, mieux vous connaissez le métier de l'agence, plus vous allez comprendre en fait comment vous comporter avec eux. Parce qu'en fait, une agence, en fait, c'est un business comme un autre, hein. En fait, on vend juste des humains qui doivent exécuter un travail pour vous. Et on a aussi une rentabilité à avoir, on a une croissance qu'on veut, on a un mindset, une culture de boîte, développement, etc. À la différence, c'est que parfois, l'agence, c'est un peu plus compliqué parce qu'on travaille pour des clients externes. On essaye au max de choisir les gens avec qui on travaille, mais parfois, ça ne se passe pas forcément comme on le souhaiterait, mais on s'est quand même engagé à le livrer, donc il faut le faire. Donc, pas négliger aussi cet aspect un peu dur du taf qui est, en fait, passer d'un projet à un autre, etc. C'est pas comme travailler dans une startup où tous les projets sont cool et on a choisi une boîte. En fait, quand on travaille en agence, on a choisi une boîte, mais on travaille sur des projets des autres. Donc ça, c'est important à bien le comprendre aussi. Parce que peut-être que la team qui fait votre dev là en ce moment travaille aussi potentiellement sur un autre projet en parallèle sur lequel pour le coup ça se passe pas bien et donc pas négliger cet aspect-là et faire bien attention quoi. Et donc plus vous comprenez le business d'une agence, mieux vous saurez vous comporter avec et mieux vous saurez en tirer aussi le plus de valeur pour vous. Après, il faut bien sûr avoir un mindset en tant que client. Bien sûr, il faut avoir de l'exigence et il ne faut pas tergiverser là-dessus. Donc, il faut attendre le maximum de votre agence. Et derrière, il faut aussi avoir un business mindset qui est, OK, le mec aussi, c'est un entrepreneur. Donc, en fait, rogner ses coûts, forcément, ça a un impact en fait, sur votre delivery à vous. Donc, en fait, c'est en ça que c'est très dur de travailler avec une agence. C'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes habitué à vouloir payer le moins. Mais en fait, l'agence en face doit aussi vous délivrer un travail de qualité. Et donc, en fait, il faut trouver un juste milieu en fait, entre la négociation un peu hard et aussi se dire, ouais, mais en fait, si le mec il fait un travail bâclé, ça ne va pas m'arranger moi sur du moyen ou long terme. Donc ça, c'est là-dessus que l'équilibre est un petit peu périlleux à faire. Pour les entrepreneurs qui n'ont pas de budget et qui ont des enjeux techniques, faut-il faire appel à un CTO ou à un prestataire? Aucun des deux, parce qu'en fait, vous n'avez pas de budget. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de chercher à faire une solution no-code, de bootstrapper votre projet jusqu'à ce que vous ayez un premier client qui vous génère du CA. Les enjeux techniques, alors, je ne sais pas qui a posé la question, hein, donc n'hésitez pas si c'est l'un de vous. Il n'y a pas de start-up ou d'entreprise que vous ne pouvez pas démarrer sans tech. Franchement, ça fait 8 ans que je fais ça. Il n'y a aucun business qu'on n'est pas capable de démarrer sans tech. Donc, c'est l'un de vous là qui a posé cette question-là ou pas? Mais Mehdi, tu sais qui a posé cette question ou pas? Franchement, je me rappelle plus. Ok, ça marche. Je vais pas te mentir. En tout cas, les enjeux tech, en fait, il n'y en a jamais. Si vous voulez faire une marketplace, en fait, une marketplace, c'est quoi? C'est que vous avez des produits à vendre, il faut les vendre à une autre personne. Même par mail, en fait, vous pouvez tester un business de marketplace. En fait, tous les types de business, en vrai, vous pouvez les tester par mail pratiquement. Donc après, c'est à vous d'être un peu malin, etc. Mais par contre, si vous n'avez pas de budget, alors déjà un CTO, là-dessus, il y a un truc fondamental, c'est comprendre qu'est-ce qu'un CTO. Un CTO, c'est une personne qui a des compétences de management et qui va manager une équipe technique. Donc, quand vous démarrez votre startup, arrêtez de chercher un CTO. En fait, ce que vous cherchez, ce n'est pas un CTO. Ce que vous cherchez, c'est un lead développeur qui va faire du code, qui va pisser du code et qui va vous faire votre projet. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand votre startup va grandir, quand votre boîte va grandir, j'espère que vos projets grandiront tous, en fait, ce lead développeur, potentiellement, ne pourra pas être le CTO de votre startup. Et ça, il faut que vous en ayez conscience dès le départ, parce que ça va impliquer plein de choses. Ça va être qu'est-ce qui se passe le jour où il s'en va, qu'est-ce que ça va être son equity, est-ce que je lui en donne ou pas,
Est-ce que j'ai du cash pour le payer à un instant T ou pas? Mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui a besoin de juste pisser du code pour vous faire votre product, ce n'est pas un CTO. Un CTO, ce n'est pas ça. Un CTO, c'est quelqu'un qui va manager à la fois un lead développeur, mais aussi potentiellement un DevOps qui va gérer une infra, etc. Donc, c'est quelqu'un qui va gérer une équipe technique et potentiellement qui ne code pas en fait dans votre team. Donc voilà. Donc ça, déjà, il faut vraiment que vous appreniez à avoir le bon langage quand vous cherchez un profil. Parce qu'un développeur, en fait, se sent peut-être très bon développeur, mais se sent très nul en tant que manager. Donc voilà. Le deuxième point aussi, faites attention. En France, on a l'impression que faut devenir manager à tout prix pour évoluer dans une boîte. Ce qui est beaucoup moins vrai aux US, notamment sur les conditions salariales, salaires, etc. En fait, demain, si vous avez un très bon développeur, en fait, payez-le très bien, même s'il manage personne, parce qu'en fait, un code de qualité et un code optimisé, en fait, ça vous rapportera toujours plus d'argent que de faire n'importe quoi. Donc voilà, donc faut vraiment dissocier aussi cet aspect-là. Dans la tech, un bon manager, c'est pas forcément quelqu'un de très technique. C'est quelqu'un qui a des compétences, des soft skills en gros. Donc voilà. Mais c'est pas le même travail. Donc faites bien aussi attention à ça quand vous allez chercher un CTO en fait et que le mec vous dit je sais coder. Oui, ok, le mec sait coder, mais en fait à un instant T, il a personne à manager dans votre boîte et potentiellement il sera jamais capable de manager des gens pour plein de raisons. Hein. Il n'a pas envie, il ne sait pas manager. Il s'est essayé, mais en fait, les gens n'aiment pas son management. Pour plein de raisons, ça peut ne pas fitter sur du moyen long terme. Donc, toujours avoir ça à l'esprit, en fait, quand vous allez chercher votre premier associé slash CTO, qui en fait n'est pas un CTO parce qu'il n'y a personne dans la boîte. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, en fait, cette personne-là sera alignée avec vous et bien avoir aussi avoir conscience de ça, quoi. Pas de questions? Comment éviter sur les retards sur les livrables? Alors franchement, de vous à moi, j'ai jamais été à jour et à l'heure dans un livrable. Alors pour plein de raisons, hein, mais c'est en général, c'est que le projet, entre le moment où on signe et le moment où on livre, en fait, il y a eu 2-3 aléas, 2-3 ah oui, mais en fait, j'ai oublié, il me faut ça, ça, ça. Ce qui fait qu'en fait, de toute façon, le projet est en retard. Après, est-ce que c'est grave? Alors, moi, j'ai envie de dire non si vous avez bien priorisé, oui si vous avez mal priorisé. En fait, ce qui est important quand vous allez vouloir définir vos livrables, c'est de faire en sorte que vos key features et le truc qui vous génère vraiment de l'argent dans votre business, en fait, ait été priorisé en mode je le fais en premier. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut pas qu'il soit en retard parce que c'est mon business. Et ensuite, être un peu plus souple sur les prochains livrables. Donc là-dessus, vous allez avoir un gros travail de priorisation qui n'est pas simple. Il faut vraiment que vous trouviez c'est quoi vos core features pour lancer votre business, ce qui va vous permettre, vous, de générer du cash, générer du CA sur ces premières features. Et si après, le deuxième livrable a 4 jours de retard, bon, en fait, c'est pas très, très grave. Si ça prend énormément de retard, je pense que c'est juste que vous avez une mauvaise façon de travailler avec l'agence. Et donc, je vous conseille plutôt de revoir peut-être la méthode de travail. Si en fait on travaille par itération, etc., en fait le retard il s'anticipe. Et s'il est découpé vraiment en sprint à la semaine ou toutes les 2 semaines, vous n'allez pas non plus avoir un mois de retard sur un livrable qui devait prendre 2 semaines. Après, les retards, faites attention aussi parce que si vous pressez trop l'équipe qui doit vous délivrer, potentiellement, ils vont gruger sur la qualité de ce qu'ils vous livrent. Et donc ça va entraîner une dette technique et donc un coût pour vous, un prix à payer plus tard. Et ça, c'est un truc que, bon, il y a plein de débats sur est-ce que je crée de la dette technique ou pas, est-ce que c'est important ou pas. Je vais peut-être pas rentrer là-dedans. Moi, je pense que le plus important, c'est est-ce qu'avec le soft que vous avez, est-ce que vous générez du cash? Si vous générez du cash, en fait, vous payerez votre dette technique plus tard. Moi, j'ai plutôt cette philosophie-là. D'autres diront non, il faut faire un truc hyper quali en termes de code, comme ça, on n'a pas de dette. Moi, je pense que de toute façon, quand vous êtes entrepreneur, vous avez un peu une deadline qui est le cash que vous burnez, VS, vous n'avez plus de trésor. Et que donc, vaut mieux engranger de la dette technique
que ne pas faire de CA et mourir juste à petit feu. Donc voilà. Donc, après ça, il y a plein de débats un peu dans la tech là-dessus. Quels sont les délais de paiement à adopter? Alors ça, c'est ce que moi j'applique à la fois quand j'achète des prestats et à la fois avec mes clients. Je ne sais pas si c'est la formule magique, mais en tout cas, c'est la formule qui fait que je n'ai pas d'impayé client. Donc voilà. Alors, je n'ai pas d'impayé client aussi parce que je délivre mes clients, mais en tout cas, je pense que ça, c'est une bonne segmentation pour plusieurs raisons. En fait, pourquoi 30, 30, 40? Le premier 30, vous êtes obligé de le poser parce qu'une agence qui travaille avec vous a quand même besoin d'assurer un minimum les salaires, un minimum le travail qu'elle engage. Donc, elle va avoir besoin de s'assurer quand même que vous avez un peu de liquidité, etc. Donc, ça, c'est la première raison. Le deuxième 30, en fait, ça va être un peu le backup de tout le monde. Ça va être le backup de l'agence. Ok, en milieu de prestage, je récupère 30, donc ça se passe plutôt bien. Donc là, je vais avoir 60%. C'est aussi le backup de l'entrepreneur intermédiaire qui dit, bah, en fait, bon, tout n'est pas pile poil comme je le voudrais, etc. J'ai encore des doutes. Au lieu de 30, je suis hop de te donner 20. Et donc, l'agence a déjà touché 50% de la presta, minus les petites corrections que je viens de vous signaler. Et en général, là, c'est un peu une négociation qui se passe plutôt bien. Et donc, les 40% restants, en général, là, c'est là où tout ne va pas bien. Parce que c'est là où on rentre vraiment dans la négociation un peu dure, qui est le cash que l'entrepreneur a gardé pour lui, mais la mission est finie, donc l'agence doit être payée. Alors, le problème, c'est que l'agence a plus ou moins bien fait son taf, il y a plus ou moins bien de remarques, etc. Et en général, c'est ce tronçon-là qui va être négocié entre l'agence et vous, en fonction de tout ce que vous avez comme remarque à faire. Donc en général, en vrai, ce qui se passe, c'est que vous faites votre négociation, vous remontez tous vos points. Soit l'agence se dit, bon, ok, c'est des trucs mineurs, vas-y, je les corrige et c'est fait et vous payez. Soit il y a des trucs qui sont trop gros, elle va vouloir les exclure, mais dans ce cas-là, potentiellement, vous pouvez retenir un petit peu d'argent. Après, moi, je vous donne un vrai conseil, c'est traiter toujours les gens de façon très fair en business. Parce qu'en fait, un jour, ça vous retombera dessus de façon positive ou négative. Mais en fait, quand vous n'êtes pas faire en business, et un jour, ça se sait. Et donc, si vous n'êtes pas faire avec plein de personnes d'affilée, il y a un jour où vous faites en fait mauvaise impression, ça se sait, etc. Donc, là, à ce moment-là, ça vous posera des problèmes business. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, je vais vous donner un exemple. C'est que chez nous, les stagiaires, on fait en sorte qu'ils soient au top du top. Et il se trouve que récemment, nous, on cherchait à lever des fonds pour accélérer. Et un de mes anciens stagiaires a investi 30 000 balles. Donc, ce qui est plutôt stylé. Et pour une de mes amis, il m'a dit, franchement, vous avez été la meilleure expérience que j'ai eue en stage. Et donc, ça me fait plaisir de participer au financement de votre next step. Et donc, voilà, donc il a quand même mis 30 000 balles. Donc ce qui est quand même pas rien, hein, parce que le mec est développeur, donc il n'est pas non plus millionnaire. Et la moralité, c'est en fait, si vous traitez bien les gens, en fait, vous aurez toujours un retour positif à un moment donné, et vous aurez toujours envie de faire du business avec des gens, et ces gens-là vous apporteront toujours du business. Donc voilà. Donc, quand vous devez négocier à la fin des trucs, faites aussi attention à être fair, parce que si vous vous comportez mal un jour en vrai en business, enfin moi j'ai jamais vu de gens se comporter mal en business et vraiment survivre très longtemps. J'ai toujours vu des retours de bâton, des retours de flamme arriver, soit parce qu'au bout d'un moment, ben, ça paraît dans la presse, soit parce que en fait, ça parle sur vous dans l'écosystème startup, etc. Et en fait, un jour, ça vous revient dessus, quoi. Comment reconnaître les bonnes technos? Alors, il n'y a pas de bonnes technos, hein. Il y a juste des gens qui savent utiliser des technos, mais il n'y a pas de bonnes technos. Après, conventionnellement, aujourd'hui, toutes les technologies plutôt utilisées front, donc c'est plutôt les interfaces utilisateurs, ça va être plutôt du JS, JavaScript, soit React, soit Vue, globalement. Sur du back-end, ça dépendra un peu de vos développeurs. Vous pouvez utiliser du Ruby, du PHP ou du JS. Donc voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne techno. Python, alors plutôt à utiliser sur de la data science,
Il y a certains développeurs qui font des plateformes full en Python, et c'est un peu bizarre parce que c'est pas trop la conception de départ. Donc, il y a quand même des petits micro-usages qui ont été définis, mais en vrai, allez sur Internet, tapez quels sont les meilleurs frameworks JS. Vous allez sur GitHub, vous comparez combien ils ont de stars et de forks. En gros, c'est combien de développeurs utilisent ces technos-là. Et ça va vous donner un peu l'usage de ce truc-là et aussi la communauté qui est derrière. Et ça va vous permettre de faire les bons choix ou de valider que l'agence qui vous propose ces technos-là a fait des bons choix techniques.